Salam alaikum les amis, dans cet épisode on vous emmène pour une immersion depuis les profondeurs de la mer Rouge jusqu'aux entrailles de la vallée des rois. Car oui, dans un tour du monde, aussi curieux que cela puisse paraître, il est important de faire des breaks. D'abord pour se reposer de toutes ces aventures, mais aussi et surtout pour préparer tranquillement la suite du voyage. Et c'est comme ça que nous installons au bord de la mer Rouge pendant quelques jours à Hurghada, où nous nous consacrerons aux deux spécialités de la région. La première étant la plongée bien sûr. Et pendant qu'Arthur et Théo travaillent la théorie du premier niveau PADI, Manu et moi décidons de partir en éclaireur pour 2 plongées. Qui n'était pas loin d'être parfaite, jusqu'à ce que cet idiot fasse n'importe quoi avec cette pauvre tortue. Ça nous a vraiment saoulés, mais heureusement notre guide interviendra énergiquement. Bon, pas de quoi nous gâcher notre plaisir non plus, surtout lorsque nous finissons par retrouver les enfants le lendemain pour leur plongée de certification. Et après quelques exercices aquatiques, bon, un peu brouillons, il faut le dire, nous découvrons en famille toute la richesse de ce que la mer Rouge a à offrir. Et elle nous a bien gâtés cette mer Rouge. La seconde spécialité de la région, pratiquée dans cet immense lagon aux eaux très peu profondes, c'est le kitesurf. Et ce site, croyez-moi, est bien plus adapté aux débutants que celui du Brésil. Car même si je galère un peu au début, et que l'explication de notre coach me laisse légèrement sur ma faim, je finirai par tirer quelques bords. Et j'aurais été très fier de moi si je n'avais pas eu à mes côtés un Théo qui semble avoir fait du kitesurf toute sa vie. Décidément, je crois que c'est un sport à découvrir jeune. Bon allez, après cette semaine qui nous aura fait le plus grand bien, nous partons pour 4 heures de taxi rejoindre Luxor, au bord du Nil. Nous traverserons quelques rares villages dans ce pays plutôt désertique, passerons quelques checkpoints militaires, pour finalement arriver à Luxor à la tombée de la nuit. Nous nous installons à l'hôtel Nefertiti en plein centre, qui dispose d'un rooftop non seulement sympa, mais qui a le bon goût de surplomber le temple de Luxor et de nous offrir en bonus une vue sur les illuminations de la vallée des rois. Un avant-goût pour le lendemain matin car une intense journée nous attend en compagnie de Mo Salam, notre guide égyptien qui nous accompagnera jusqu'à la fin de notre séjour en Égypte. Et notre premier stop sera pour les colosses de Thèbes, Thèbes étant l'ancien nom de Luxor. Ces statues sont aussi connues sous le nom de colosses de même nom, et elles sont les gardiens du tombeau d'Amenophis III, mission qu'elles n'ont pas vraiment prise au sérieux puisqu'il n'en reste plus grand chose aujourd'hui.
Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons enfin à la vallée des rois. Pendant près de 500 ans, les plus grands pharaons du Nouvel Empire y font creuser leurs tombes profondément dans la roche pour protéger leurs trésors et les accompagner dans leur voyage vers l'au-delà. Et toutes les tombes sont organisées à peu près pareilles. Et pour éviter les ravages du tourisme, le site n'ouvre que 3 tombes par jour au public. Nous commencerons donc par celle de Merenta, fils et successeur de Ramsès II. On y accède par un long couloir qui mène jusqu'à la chambre funéraire. Et tous les murs sont couverts de textes sacrés censés servir de guide aux pharaons pour accéder au monde des morts. En pénétrant dans la chambre funéraire, on s'aperçoit que Merenta avait vu grand pour la sienne. Elle était composée de 4 sarcophages, 3 d'entre eux étaient en granit rose et celui contenant la momie était en albâtre. Et cette chambre funéraire a été plusieurs fois inondée, ce qui a effacé la plupart des illustrations sur les murs. Mais on peut s'imaginer à quoi cette pièce pouvait ressembler grâce à certaines parties hautes restées intactes. Nous enchaînons sur la tombe de Ramsès III, dont les 125 mètres de couloir ont été particulièrement bien conservés et mis en valeur. Nous descendons jusqu'à l'accès à la chambre mortuaire, mais là, surprise, on y apprend que le sarcophage du pharaon se trouve en fait au musée du Louvre. Ramsès III fut le dernier grand pharaon du Nouvel Empire. C'est un roi guerrier, un grand bâtisseur, et les murs de sa tombe reflètent son règne. Et après lui, c'est un long déclin qui s'amorce, et qui se manifestera dans cette vallée par le début de l'ère des pilleurs de tombes. Car toutes les tombes de la vallée des rois ont été pillées. Toutes, sauf une, celle de Toutankhamon, qu'ils n'ont jamais trouvée, et qui offrira au monde entier une idée des trésors que ces sépultures renfermaient. Et qui fera accessoirement de ce pharaon une superstar internationale. Une partie de ces trésors est d'ailleurs exposée au musée du Caire. Voilà, nous quittons la vallée des rois pour partir à la rencontre d'Hatchepsout qui nous a laissé ce magnifique temple à visiter. Alors, Hatshepsut est la fille du pharaon Thoutmôsis Ier. Jusqu'ici, tout va bien. Elle épousera Thoutmôsis II qui se trouve être son demi-frère, devenant ainsi grande épouse royale. Donc là, ça commence déjà à partir un peu en vrille. Et à la mort de Thoutmôsis II, son fils Thoutmôsis III hérite logiquement du trône. Mais comme il est trop jeune pour régner, Hatshepsut devient régente, officiellement, d'une façon temporaire évidemment. Mais il faut croire que le pouvoir donne des idées et elle se dit qu'après tout, elle se verrait bien continuer. Pour ça, il lui faut un plan, il lui faut un stratagème, et donc pour faire passer cette idée, elle fait graver sur les murs de son temple que sa mère aurait reçu la visite du dieu Amon et qu'ensemble ils auraient conçu Hatshepsut. Et c'est ainsi qu'elle passe du statut de fille de pharaon à celui de fille du dieu Amon. Et cette fake news pharaonique va lui permettre de régner sans partage sur l'Égypte pendant plus de 20 ans. Bon, en revanche, vous imaginez bien que Thoutmôsis III l'aura bien mauvaise, et quand sa belle-mère décède et qu'il accède au trône, il fera marteler et disparaître toutes les représentations d'Hatshepsut. D'autres femmes auront aussi marqué l'histoire de l'Égypte et seront inhumées presque comme des pharaons. C'est ce que nous découvrirons en visitant la vallée des reines. Leurs tombes y sont plus modestes, mais en revanche presque mieux conservées. Et d'ailleurs, certaines tombes de la vallée des reines ne sont pas celles de reines, mais de princes promis à régner, comme celle de Kamwaset, fils de Ramsès III, qui meurt trop jeune pour gouverner. Sa tombe reste cependant un magnifique témoignage de son rang royal. Allez, dans le prochain épisode, on vous emmène visiter les temples de Luxor, de Karnak et d'Edfou. Alors, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et à très vite les amis!